Encore, mesdames et messieurs, soyez la bienvenue dans l'émission Zénith sur Coloma. Et puis, la plume juvénile révolutionne la littérature et brise le caractère mature conféré à l'écriture avec l'arrivée des jeunes et enfants de tout âge dans la production des ouvrages littéraires et romanesques. D'entrée, nous allons donc vous présenter un recueil de contes intitulé Les Contes de Mbo, de la jeune écrivaine, j'y arrive, la jeune écrivaine guinéenne qui fait donc rayonner une fois encore la littérature africaine et guinéenne sur tout le toit du monde et également à travers le continent africain. Mbo Mariam Kourouma, une fois encore, est née le 30 octobre 2013 seulement ici à Conakry, fille de Mbo Ismaël Kourouma et Siré Camara. Une fois encore, elle passionne très tôt, comme vous le savez, pour la lecture et l'écriture. Aujourd'hui, nous profitons de ses fruits étant vraiment très très jeunes. Alors, aujourd'hui en classe de CM2, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est la 6e année au groupe scolaire Phoenix International à Souphonia. C'est dans un instant, on va donc recevoir notre héroïne de la littérature guinéenne, africaine et mondiale. Ça, il faut se le dire, puisque là, à son jeune âge, à l'âge de 9 ans déjà, comme vous l'avez compris, on va tout décortiquer sur ce plateau en compagnie de sa famille, sa grande sœur. Il s'agit bien sûr de Kourouma Mbo Fatoumata, qui est sa grande sœur, qui va donc nous dire comment elle partage bien sûr sa vie avec sa petite sœur et comment est-ce qu'elle accompagne sa petite sœur dans son ambition de devenir une très très grande écrivaine africaine. Et puis le papa, pour quelle éducation faut-il donner aux enfants? Comment il a su encadrer, bien sûr, Mbo Mariam Kourouma, afin, n'est-ce pas, de l'accompagner dans cette aventure très, très difficile, même, en tout cas, très compliquée. Alors, une fois encore, mesdames et messieurs, nous sommes lundi de Pâques. C'est une redondance, mais comprenez, après 40 jours de gêne, de privation et de prières intenses, les fidèles chrétiens de Guinée ainsi que les religions du monde entier ont célébré donc la fête de Pâques hier, dimanche 20 avril 2025, mais la joie finalement cède la place à la tristesse ce lundi 21 avril, comme vous le savez, avec le rappel à Dieu de notre pape François à l'âge de 88 ans, après donc plusieurs mois de maladie. Finalement, la mort a eu raison de lui, paix à son âme. Sur ce plateau, pour m'accompagner dans cette première partie, nous avons effectivement Moussa Kourouma, journaliste, reporter et également chroniqueur, je dirais notamment présentateur d'émissions à la radio nationale. Mais en deuxième partie, vous retiendrez quand même que nous allons parler des activités du mouvement du Bekeduchiel. Voilà, ils seront avec nous. Dr Michel Yato de Mbadouno, coordinateur national, et également M. Samuel Milmouno, responsable chargé de la mobilisation et des programmes, vont nous rejoindre sur ce plateau pour parler effectivement de leur activité. Moussa, bonjour et comment ça va? Oui, bonjour. Je vais rectifier Ismaël. On est lundi d'abord. Je ne suis pas Kourouma, je suis plutôt Kouyaté. Ah oui, mais aujourd'hui, non, mais il y a trois Kourouma. Moussa Kouyaté. Tout à fait, d'accord. Moussa Kouyaté. Il faut accepter. Je suis Kouyaté, je ne suis pas Fakoli. Fakoli, voilà, il y a ses couturiers, il y a d'autres Fakolis sur ce plateau. Oui. Et bonjour Ismaël et bonjour. Par conséquent, tout le monde est Kourouma aujourd'hui, exceptionnellement. D'accord, tout le monde est Kourouma sur ce plateau. Il n'y a pas de problème. Ismaël qui est Camara est maintenant Kourouma. J'accepte pour la circonstance. D'accord, pour la circonstance. Je dis bonjour à mes parents qui nous écoutent ou qui nous regardent quelque part à Kalinko. Et Kalinko, une terre hospitalière, une terre qui accueille tout le monde, une terre. En tout cas, Kalinko, ce que nous connaissons, c'est l'agriculture et puis la religion de la paix. Bonjour donc au peuple de Guinée et bonjour à ceux qui nous regardent partout à travers le monde. Mais est-ce qu'avec toutes ces occupations dont tu viens de citer, est-ce qu'ils seront exactement à l'affût de cette émission? Mais bien sûr, bien sûr, c'est devant la télé. Et pour preuve, c'est une ressortissante de Kalinko qui est sur ce plateau. Et je précise que Ismaël Mbo Kourouma, il est de Kalinko, sa fille est de Kalinko, donc félicitations. C'est un grand honneur pour moi. Si je comprends bien, c'est le pourquoi de ta présence sur ce plateau aujourd'hui. Exactement, Ismaël. Donc, espérons que tout va se dérouler dans les meilleures conditions. Alors, monsieur Kourouma, Mbo Ismaël, une fois encore, merci d'être des nôtres sur ce plateau pour une première fois. J'espère que c'est en tout cas une cause qui vous amène sur ce plateau aujourd'hui. Mais tout d'abord, bonjour. Merci, monsieur Kamara, de m'avoir donné la parole. Oui. C'est un jour spécial. Oui. Sur ce plateau. Oui.
Est-ce que son micro est ouvert? Je ne sais pas. Voilà, on va donc continuer. Le temps pour Monsieur Kourouma, en tout cas pour la technique de nous aider du côté de Monsieur Kourouma, on va donc dire bonjour à la grande sœur parce que je préfère garder tout d'abord notre héroïne de la littérature guinéenne, Mariam Mbo Kourouma, mais je préfère d'abord accueillir vraiment ses parents et pourquoi pas sa sœur congénitale sur ce plateau. Mbo Fatoumata, bonjour. Oui, bonjour à tout le monde. Et comment ça va? Aujourd'hui, ça va très bien. Ça va bien? Oui, très bien. Quel est votre état d'âme sur ce plateau? Est-ce que vous êtes contente? Est-ce que vous êtes à l'aise? Oui, je suis très contente et aussi Ah bon? fière. Ah bon? Oui. Et pourquoi? Je suis fière aujourd'hui de présenter aujourd'hui l'œuvre de ma petite sœur. Ok, l'œuvre de ta petite sœur. Oui. Ah oui, c'est une fierté. Alors, notre héroïne, ah oui, de manière très impeccable, elle est installée. Et voilà, la réalisation, permettez-moi quand même de montrer cette couverture à nos téléspectateurs. C'est bien sûr les contes de Mbo. Voilà, c'est l'ouvrage qu'on va parler aujourd'hui. Mais laissez-moi quand même vous dire qu'il y a quand même des contes extrêmement intéressants dans cet ouvrage, puisque là, il s'agit bien sûr d'une question de leçons de vie, de leçons en tout cas de morale. On va donc discuter de tout ça tout à l'heure avec notre écrivaine, jeune écrivaine sur ce plateau, Mariam Mbo. Bonjour. Bonjour, Comment ça va? je vais bien, merci. Ça se passe bien? Oui, très bien. En prenant votre date de naissance, vous êtes très jeune. Oui, Et même en parlant, votre ton, on sent la jeunesse. oui, Mais votre œuvre, votre travail est gigantesque, est très mature. merci. Ça va? Oui, ça va. Ça se passe bien? Oui, J'espère que vous n'êtes pas à votre première fois d'être dans une émission de télé. Ou bien c'est la première fois? oui, j'ai déjà été interviewée, mais dans une émission de télé, c'est la première fois. Dans une émission de télé. Ah, tu as déjà été interviewé, mais c'est la première fois d'être dans une émission de télé. Oui, Ça veut dire que la prochaine fois, vous allez mentionner, n'est-ce pas, l'émission Génite, à travers l'équipe de l'émission Génite, dirigée par votre Ismaël Camara. Puisque là, je suis passé pour la première fois. Vous allez faire une mention spéciale pour nous. Je sais quand même que tu es très reconnaissante parce que avec tout ce que nous sommes en train de découvrir à travers cet ouvrage, à travers ce conte, ce recueil du conte, sincèrement, nous sommes déjà fascinés. C'est aux téléspectateurs maintenant d'attendre et d'être vraiment à l'écoute pour comprendre effectivement ce que cette fille est en train de faire. Je me permets de l'appeler ainsi, par rapport vraiment au résultat de son travail, mais également son jeune âge. Ça, nous sommes fascinés sur ce plateau. Nous ne savons même pas par où commencer aujourd'hui. Mais parlons de cet ouvrage-là, parlons de ce recueil. oui. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce recueil de contes? Moi, je suis fascinée par la lecture. D'accord. Pour moi, quand je lis, je voyage. Donc, j'ai plein de livres, mes parents m'en achètent. Et à chaque fois que j'en ai le temps, je fais la lecture. Donc, un jour, je me suis dit, pourquoi ne pas devenir une de ces personnalités que j'admire, les écrivains. Donc, j'ai commencé à écrire et j'ai présenté mes écrits au bout du 5e conte à mon papa, ici présent. Ok. Mais je ne comprends pas. Mariam va à l'école, arriver à la maison. Alors, comment on partage le quotidien avec les parents une fois en dehors de l'école? Est-ce que c'est parce qu'on vous donne la latitude, on vous donne la paix, on vous laisse tranquille, il n'y a pas de corvée à la maison, il n'y a pas de travaux ménagers à faire? Alors, dites-nous, comment est-ce que les parents se comportent avec Mariam jusqu'au point que Mariam ait le temps d'écrire? Parce qu'on peut avoir un temps pour la lecture, le temps pour la révision, mais avoir le temps d'écrire, c'est autre chose. Oui, mes parents sont très présents et je ne dis pas que je ne fais pas de corvée, mais ils ne m'imposent pas de faire des travaux domestiques. Oui. C'est pendant le week-end, parce que pendant la semaine, nous sommes très chargés. Oui. Il y a les cours, il y a les devoirs quand on rentre. Donc le week-end, c'est le week-end qu'on s'applique plus aux travaux ménagers. D'accord.
Et pour moi, il n'y a pas de temps spécifique pour la lecture, l'écriture ou l'apprentissage. D'accord. Donc on peut faire à tout moment. Oui. Alors, avant de parler de ce recueil-là, que nous avons donc sur ce plateau, est-ce que Mariam a écrit d'autres ouvrages ou d'autres recueils? Est-ce qu'il y a d'autres documents produits par l'effet de votre plume? Non, c'est mon premier livre publié, D'accord. mais je suis présentement sur un roman. Ah, sur un roman? Oui. Est-ce qu'on peut avoir le scoop ici? Est-ce qu'on peut connaître déjà le titre ou bien on préfère garder? Je parle pas beaucoup, mais le titre, je pense que ça sera un secret familial. C'est un secret familial? Oui. C'est ça le titre? Oui. Secret familial. J'ai le scoop. Voilà. Est-ce que vous pouvez m'applaudir, aimable téléspectateur? En tout cas, un roman qui est pour le moment en cours de production, qui est en cours d'écriture. Et moi, j'ai déjà le scoop, le secret familial. Et cela vous dit, chaque famille en Afrique et partout dans le monde a un secret. C'est ce qu'on appelle le secret familial. On ne va pas donc rentrer là-dedans parce que, tels que les artistes et autres, on peut s'inspirer effectivement de l'idée de l'autre pour reproduire ailleurs. Et là, nous n'allons pas quand même prêter ce flanc. On ne va pas se le permettre. Alors, parlant de ce recueil, il y a combien de contes là-dedans? Il y a 16 contes. 16 contes. Oui. D'accord. Et pourquoi tu as préféré le conte? Parce Ah bon, que oui. Rien que le conte, un recueil de contes pour commencer ou pour rentrer dans le monde des livres en commençant, ou de l'écriture. je peux dire mon plus grand obstacle, ça a été les détails dans l'écrit. Les détails. Parce que c'est un peu compliqué de tourner autour du pot. Et quand on fait un roman, on parle d'une seule chose, du début à la fin. Oui. Mais pour moi, les contes, c'était une manière de partager plusieurs idées en même temps. Ok. Waouh. Alors, j'espère qu'on va retirer la langue à tout le monde ici tout à fait. aujourd'hui, parce que là, je suis en train je suis face à... Oh, bon, d'accord, Kouyaté. Oui, juste, elle a dit une phrase vraiment qui a attiré mon attention. Elle dit, si je lis, je voyage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Quand je dis que je voyage quand je fais la lecture, c'est-à-dire, je peux rester là, mais mon esprit n'est plus là. Il est dans l'univers dans le contenu du livre, en quelque sorte. Quand je lis, je me crée un univers. Je me sens concernée par l'histoire. C'est comme si j'étais là et ça se déroulait juste devant mes yeux. C'est un peu ça que je voudrais dire. Alors, parmi ces 16 contes, si je me souviens, quel est le conte qui vous a beaucoup plu ou qui, en tout cas, auquel vous tenez beaucoup? Le dernier, intitulé Un enfant adoptable. Est-ce que vous pouvez nous rendre ça ici? Est-ce que vous pouvez nous faire une petite lecture de ce conte? D'accord. En direct ici. Un enfant indomptable. Dans une petite ville, une femme avait accouché d'un petit garçon nommé Amidou. En grandissant, l'enfant devient têtu et borné. Il ne s'occupait pas des tâches ménagères et ne rangeait pas sa chambre. Il était impoli et par-dessus tout, indomptable. Il ne faisait jamais ce qu'on lui demandait. La ville était gouvernée par un roi. Un jour, il rencontra le père d'Amidou et lui confia une mission. Moussa, dit le roi, ton fils doit être banni. Il est bête et impoli. Mon fils est très intelligent, répondit Moussa. Mon fils est très intelligent. Le roi entendit ses propos. Il donna alors un petit verre. Avec ce verre, il devait vider avant la fin de la soirée. Dès qu'Amidou entendit cela, il se précipita vers le roi et lui dit: Mon haricot cuit, faites-le pousser avant la soirée. Si vous ne réussissez pas, je ne réussirai pas non plus.
Le roi épargna alors, car c'était un garçon très intelligent. N'est ni le savoir lire ni le savoir écrire, mais le savoir être malin. Telle est la morale. Très bien, ça, telle est vraiment la morale de ce conte. L'intelligence n'est ni le savoir lire, ni le savoir écrire, mais le savoir être malin. Telle est donc la morale. Merci vraiment pour cette leçon. Mbo Fatoumata Kourma, comment vous partagez votre vie avec Mbo Mariam, avec tout ce qu'elle est en train de faire comme exploit aujourd'hui? Parce que, quelque part, vous vivez ensemble et les sœurs partagent le plus souvent les mêmes chambres. Mais si elle est en train de réussir, c'est parce que, quelque part, tu as participé aussi. Et comment vous avez fait? Et au début, on ne s'attendait pas du tout à qu'elle écrive un livre. Quand elle nous avait dit qu'elle voulait écrire un livre, moi personnellement, je n'avais pas pris ça au sérieux. Ouais. Et quand elle a dit à ma mère qu'elle voulait écrire un livre, ma mère lui a dit de partir prendre l'un de ses anciens cahiers pour écrire. Elle a dit non, qu'elle veut un nouveau cahier. Elle m'a donné l'argent, je suis partie acheter un cahier de 100 pages. Elle a commencé à écrire. Donc, chaque soir, quand elle écrivait un conte, elle nous faisait asseoir, ma mère et moi, elle nous obligeait à écouter ses contes. Elle dit de nous donner un aperçu de ce que nous... comment dire ça? Ce que vous pensez de ce conte. Ah oui. Ouais. Et le soir, le retour, quand mon père retourne du travail, oui, elle faisait la même chose, quoi. C'était comme ça, quotidiennement. À chaque fois qu'elle écrivait un livre, elle voulait qu'on le lise. Ensemble. Oui. À chaque fois qu'elle écrivait un conte, elle voulait partager ça avec toute la famille, oui, au fait. Oui. D'accord. Monsieur Kourma. Oui, monsieur Camara. Comment ça va? Très bien, oui. J'espère que vous avez une femme, même si elle n'est pas là. Oui. Elle est Camara, c'est ma sœur, et je sais que les Camara ne badinent pas avec l'éducation des enfants. Et passez beaucoup plus de temps dehors, mais avant que vous n'entrez, au lieu de trouver des problèmes, vous trouvez quand même vraiment des choses extrêmement intéressantes faites par vos filles, et personnellement et particulièrement par Mbo Mariam. Alors, comment vous avez su l'accompagner? Comment vous avez pu l'accompagner dans son ambition? Merci, M. Camara, de m'avoir donné l'opportunité de parler de ma fille et éventuellement parler de son œuvre, le conte d'Mbo. Et les enfants, ce mois, sont très précieux. Les enfants sont des trésors. Il faut savoir les suivre dans leur action et accorder de l'importance. Et cette demoiselle a commencé très tôt à écrire. Et c'était des petites notes. Et chaque fois qu'on sortait de la maison, on quittait pour aller au restaurant ou aller rendre visite à un parent. Elle exigeait à ce qu'elle ait un agenda. Depuis 4 ans déjà, 4 ans, 5 ans, 6 ans, elle mettait des petites choses. Et pour ce conte, c'est une histoire particulière. Et lors de la fête anniversaire, la 10e fête anniversaire de sa grande sœur, sa maman est ici présente. Oui. D'accord. Ma femme et ses camarades ont organisé une très grande fête pour elle. Donc ça l'a impacté. Elle avait 8 ans. Donc c'était quelque chose, un défi pour elle à relever. Elle disait à tout le monde, moi je voudrais fêter mon 10e anniversaire autrement. Alors, ils ont commencé cette histoire-là d'écriture. Un jour, je suis rentré du boulot. Elle est venue me voir. Elle dit, papa, nouvelle. J'ai dit, bonne nouvelle. Il dit, installe-toi. Je me suis installé. Elle s'est assise à côté de moi. Il dit, papa, je suis en train d'écrire. Mais je voudrais que ça soit publié à mon 10e anniversaire. J'ai dit, mais c'est pas possible. Nous sommes à quelques microns de ton 10e anniversaire. Est-ce qu'on peut publier? J'ai dit, je m'en doute. Il dit, tu as combien de comptes?
sais pas si c'est 5 ou 6 contes. Exactement 5. Et j'ai commencé à m'intéresser. J'ai lu sans m'échanger ou quoi que ce soit. J'étais obligé de m'intéresser. J'ai parcouru, j'ai dit, c'est formidable, mais on ne peut pas publier 5 contes seulement. Il dit, ah bon? Il dit, qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, tu dois continuer. Elle m'a posé la question, bon, combien tu voudrais que je fasse? J'ai dit, peut-être si on a une vingtaine. Il dit, d'accord, elle va se mettre au travail. Tous les jours, depuis ces jours-là, quand je venais du boulot, on avait un petit temps de lecture. Elle me lisait, il fallait que je valide. Des fois même, je validais sans regarder, parce que je suis fatigué. Mais après, j'ai compris effectivement qu'il fallait s'intéresser. Et là, c'est parti. Un jour, elle est venue me voir. Elle dit, papa, on a 16 contes. Quand j'ai vu le volume, j'ai dit, ok, ça y est. Là, maintenant, on va se battre. Mais je ne te promets pas, parce que je n'ai pas l'habitude de mentir à mes enfants. Quand ils me demandent une chose, si je peux, je le dis, je promets. Et quand je promets, par la grâce de Dieu, j'arrive à les réaliser. Et j'ai dit, on va se battre, mais laissez-moi rentrer en contact avec ta directrice. Je suis allé la voir et m'a dit, effectivement, je suis au courant. Je partage tout avec Mbo et Madame Juliana Diallo, une Hongroise, et épousée par un Guinéen de nos compatriotes. Elle vit en Guinée plus de 30 ans. C'est elle-même qui a préfacé ces livres-là. D'accord. Madame Diallo. Donc, je suis venu la voir avec le manuscrit et je lui ai passé les documents pour lecture et correction, évidemment. Elle a fait la lecture, elle a corrigé et elle nous a proposé des éditeurs, L'Harmattan et Gandal. Gandal, J'ai dit, j'ai une pensée particulière pour M. Sansi Kaba Diakité, directeur général de l'Harmattan Guinée, pour tout ce qu'il fait pour le monde de l'écriture, du livre. J'ai dit, je préfère aller avec lui. Parce que depuis plusieurs années, une décennie déjà, je le suis à travers l'organisation des 72 heures du livre. Effectivement. Donc, j'ai décidé, j'ai pris la responsabilité sur moi-même d'aller avec M. Sansi Kaba Diakité et c'était une manière pour moi de reconnaître ses efforts. Oui. Et pour la petite histoire, ce point de lecture qui se trouve dans son école a été mis avec la bénédiction de M. Sansi Kaba Diakité. Bien évidemment, il y a des structures derrière lui qui l'accompagnent pour équiper ces points de lecture. Et Conakry, capitale mondiale du livre, nous avons bénéficié plusieurs points de lecture à travers la capitale. Évidemment. Alors, ceci dit, j'ai pris rendez-vous avec M. Sansi Kaba Diakité. Je suis venu le voir avec le manuscrit. Et il était étonné quand je lui ai dit que c'est ma fille qui a écrit à 9 ans. Elle voudrait que ça soit publié à son 10e anniversaire. Mais malheureusement, ça a pris du temps. Mais il n'est jamais tard pour faire du bien. Alors, j'ai vu le monsieur fouetté. Il a pris directement son téléphone. Je ne savais pas qu'il appelait la directrice. Pour lui, le contenu était extraordinaire et était si fort qu'il ne pouvait pas imaginer qu'une enfant de cet âge pouvait écrire ce genre de documents. Alors j'étais assis, j'observais. Il a parlé avec madame. Madame a confirmé. Il dit effectivement c'est une de mes élèves, pour ne pas dire la plus brillante de l'école. Je confirme, ça vient d'elle. C'est moi qui ai fait la première correction. Alors tout est parti de là. Il y a un passage même du document, j'ai vu le nom d'un village. Je l'ai approché, j'ai dit, écoutez, Mariam, est-ce qu'on ne peut pas changer le nom de mon village là? Tu mets Kalinko. Il dit, pourquoi papa? Tu veux changer mes idées? Je comprends ce que tu veux faire. Tu veux faire la promotion de ton village. Il dit, papa, je t'en prie, laisse mes œuvres comme ça. J'ai dit, ok. Et Mariam, c'était quel village avant de passer? C'était Dabola. 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 Vous connaissez bien Dabola? Non, pas vraiment. Pas vraiment. D'accord, monsieur Courant. Alors, je l'ai laissé. Bien avant d'aller chez M. Sansi Kaba,
je les ai embarqués, sa sœur et elle. On est allé à l'université avec le cahier, le manuscrit, pour pouvoir saisir informatiquement. Alors, je suis venu voir le jeune informaticien avec elle, et j'ai dit, bon, je vais vous laisser ici, vous allez travailler, j'ai une course, après je viens vous chercher. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, on peut laisser le manuscrit avec le jeune, nous on part faire la course au retour. Il dit, papa, non, je préfère rester à côté de lui parce que j'ai peur pour ne pas qu'il transforme mes idées. Effectivement, c'est ce qui fut fait. Je suis venu trouver, les deux discutaient. Il dit, non, c'est pas ça qui est écrit. Il dit, écoutez, l'essentiel est fait. Moi, je suis rentré en négociation avec le jeune. Je lui ai doublé la mise. Le montant qu'il m'avait demandé, j'ai doublé. J'ai dit, même, tu vas accepter de venir à la maison. Elle a un ordinateur. Vous allez travailler jusqu'à ce que le document soit stabilisé. Parce que vraiment, pour moi, il fallait la laisser dans son monde. Je ne voulais pas interagir. Moi-même, je pouvais prendre ce manuscrit, saisir. Mais je voudrais qu'elle suive du début à la fin. Mais j'ai profité de dire, tu as un ordinateur. La prochaine fois, je ne vais pas prendre quelqu'un qui va saisir pour toi. Tu vas saisir toi-même. Il dit, non. La prochaine fois, c'est moi-même qui vais saisir parce qu'ils ne comprennent pas souvent les mots que j'emploie. J'ai dit, d'accord, tant mieux. Incroyable. Après, ça a été finalisé, ainsi que suit. Nous sommes partis voir M. Sansi et tout est parti de là. Alors, mais comment, aujourd'hui, la dédicace, ça sera quand exactement? La première dédicace, elle a été faite en France. D'accord. De passage, je vous informe que nous venons de Paris, sous invitation du directeur général de l'armée en France, et pour participer à la 4e édition du livre africain de Paris, et avec la bénédiction de M. Sansi Kaba et de l'appui inconditionnel de mon ministre de l'économie et des finances, M. Moura Nassouma, et de mon directeur général, M. Kabinet Traoré, et de son adjoint, M. Kondé Abdourahmane, qui n'ont ménagé aucun effort et qui ont tout fait, tout donné pour que ce bouquin-là, ce rêve devienne une réalité. Alors, en Guinée, il sera dédicacé le vendredi 25 avril. Ce vendredi-là. D'accord. Et vendredi 25 avril. Et ça sera où? Au Centre culturel franco-guinéen, à 12h, dans la grande salle. Et je profite de l'occasion pour vous inviter, vous. Et elle a dit quelque chose qui m'a touché. C'est vrai, c'est notre premier passage dans une émission de télé. Alors, c'est un jour inoubliable. Et je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, c'est un camarade qui me reçoit. Heureusement, il a accepté d'être Fakouli comme nous, parce que le premier responsable est Fakouli, et il y a 3 Fakouli autour de ces plateaux. 4 Fakouli. Voilà. Non, 3 Fakouli, donc il n'a pas le choix. Il va s'embarquer avec nous et pour aller au bon port. Donc je profite de l'occasion pour lancer un appel à tous les Guinéens, adultes, jeunes, enfants de son âge, de venir la soutenir. Le 25. Alors, oui. Le 25 avril, vendredi 25 avril 2025, au Centre culturel franco-guinéen. Et je vais vous raconter une petite histoire. Ce passage-là m'a beaucoup marqué. Quand nous étions à son stand, le stand de Ramatan, lors du salon, il y a un Français qui est venu, il s'est arrêté. Je me suis arrêté à côté de lui, j'ai pris un bouquin. J'ai dit, ma fille a écrit un bouquin, un livre de contes en 9 ans. Il dit, mais c'est pas possible. Il dit, vous habitez où à Paris? J'ai dit, non, c'est notre première fois de venir à Paris. Nous sommes venus uniquement pour participer au salon du livre africain de Paris et éventuellement faire la promotion de son livre. Il dit, il n'est pas étonné. C'est le pays des Camaralaï. Il dit, heureusement, la nouvelle génération a repris le flambeau. Ça m'a fait chaud au cœur. Et ça veut dire, j'appelle les Guinéens à l'unité, au travail, à la lecture, parce qu'on ne peut pas écrire si on n'a pas beaucoup lu. La lecture d'abord et ensuite l'écriture. Nous sommes un grand peuple
un peuple respecté, un pays respecté. Et le stand, notre stand, le stand de l'Harmattan était l'un des stands les plus fréquentés à cause de son jeune âge. En 2 jours seulement, elle a dédicacé plus de 100 livres. C'est le lieu et le moment de remercier M. Sansi Kaba, Oui. des autorités dont je viens de citer leur nom, Oui. M. le ministre de l'économie et des finances, M. Mourana Souma, M. le directeur général du Trésor, M. Kabine Traoré, son adjoint, M. Abdourahmane Kondé, qui ont travaillé, et le gouvernement, grâce à la clairvoyance de M. le président de la République, le général Mamadi. Alors, Doumbouya. là, par rapport à ça, le président de la République, je sais quand même qu'il aime beaucoup les enfants. Oui. Il est très sensible. Et vu que la dédicace sera effectuée le vendredi 25 avril 2025 à la Maison franco-guinéenne, j'espère que il y aura quand même quelques ouvrages qui seront dédiés effectivement à la présidence et également au président de la République notamment. Et j'espère qu'il y a un lot que le président de la République va donc acheter pour les enfants de Guinée et pour les bibliothèques effectivement qui existent déjà jusque-là. Rien que ce recueil, rien que l'écrivaine, l'auteur, je vais parler donc de ce recueil, peut inspirer d'autres enfants à faire du sérieux et également à imiter et à faire la même chose si on a la possibilité effectivement de les faire parvenir dans toutes les écoles. J'espère que ça pourrait être une référence. Je sais quand même qu'il y a d'autres enfants qui sont en train de travailler, mais pour le moment, c'est Mbo Mariam qui vraiment en est la première écrivaine de son âge pour effectivement l'accompagner, inspirer d'autres jeunes de son âge, mais également qui sont plus âgés qu'elle. Alors, c'est effectivement, c'est oui. ce que je voulais passer comme message. Allez-y. Et le gouvernement, le président à travers le gouvernement a fait commander 5000 exemplaires. Waouh. Et c'est pourquoi vous allez voir au dos du livre. Ah oui, vous savez, Simandou 2040. il y a Simandou Il y a deux Académie, versions. Il y a deux versions. le programme. Exactement, Oui. Simandou 2040, don du président Mamadi Doumbouya aux enfants de Guinée. Et Parce que l'exemple... oui, il y a 2 exemplaires. Voilà, ce que j'ai... Cet exemplaire que vous avez, Oui. c'est ce qui a été publié en France. D'accord. Et peut-être là, il y aura un autre Pour le lot. 25. C'est le lot qui est destiné à la vente au public. D'accord. Et cette autre version-là, Où n'est c'est pas à vendre. estampillé Simandou Où c'est 2040. estampillé. Ça, c'est le don de Ça, la... c'est le don de la monsieur présidence. le président de la République Formidable. aux enfants de Guinée. Formidable. Ça, il faut acclamer ça. On s'attend toujours vraiment le président de la République. Il est tellement social, il est sensible à tout, et à tout Exactement. âge, et vraiment Exactement. à toutes les actions allant dans le sens humanitaire, allant dans le sens, n'est-ce pas, du rayonnement du savoir et du savoir-faire dans notre pays. Merci, mon général. Voilà, c'est un petit mot, mais ça vient souvent vraiment des hommes forts et qui sont reconnaissants parce que c'est pas tout le monde qui peut être reconnaissant vis-à-vis des bienfaits. Merci, Monsieur le Président, qui pense aux enfants de Guinée, et j'espère que ça va aider beaucoup d'enfants, notamment à prendre, à acquérir assez de leçons de morale à la lecture, n'est-ce pas, de ces contes, mais également à s'inspirer de ce que aujourd'hui Mbo est en train de faire dans l'intérêt, n'est-ce pas, de l'éducation guinéenne. Mais Mbo, je ne sais pas, la couverture est proposée par qui? Par la maison d'édition? Par Mbo elle-même? C'est un jeune illustrateur Oui. qui a fait les illustrations de l'intérieur et aussi la couverture. Oui, parlez un peu fort. C'est un illustrateur, Oui. un jeune aussi, Oui, qui a fait les illustrations à l'intérieur et la couverture. d'accord. Et vous avez travaillé, vous avez aimé ce qu'il a fait pour vous? Oui, Parce que là, ça nous ramène dans un village, voilà, Oui. sous un tronc d'arbre, et là où on voit les cages, et puis voilà, c'est l'Afrique dans son authenticité, c'est ça? oui. D'accord. Alors, moi, je vais m'intéresser un peu à un détail. Quand vous faisiez lire la sœur, quand vous faisiez écouter par la sœur et la maman, parmi les contes, quel est le conte qui a beaucoup été admiré par Mbo Fatoumata et la maman? Quels sont ces contes-là? Je ne partage pas forcément leur même
envies. Oui. Donc, je préfère que vous leur posiez la question. Mais maman n'est pas là. Mais maman, certainement, peut quand même dire quelque part, il dit, ah, Mariam, moi j'aime beaucoup ton compte là. Est-ce que vous vous souvenez de ça, par exemple? Oui, j'ai fait un compte spécialement pour elle. Oui, et pour mon papa aussi. Ça est là? Oui, intitulé Oui. L'amour d'une mère. D'accord. Alors, on va écouter ça. On va lire ça pour le public. Est-ce que le compte est là, dans ce recueil? Oui. Ok. On va donc chercher l'amour d'une mère. C'est ça? Ok, on va chercher ça. Bon, il y a beaucoup d'exercices ici. Hein. Une vie sans père, moi, ça, quand même, ça pourrait être pathétique quelque part. Est-ce qu'on a retrouvé le compte? 29. Alors, Le compte 29. Ok. Phrase 29. Ok. En attendant, la sœur, quel est le compte, c'est-à-dire quel est le compte que vous aimez parmi ces 16 comptes qui vous a beaucoup impressionné? Moi, je dirais que c'est la méchanceté et la gentillesse. La méchanceté et la gentillesse. Mariam va nous lire, elle va faire un exercice, elle va nous rendre ces deux pour le plaisir de maman et pour le plaisir de sa sœur qui l'accompagne sur ce plateau. On va donc aller avec vraiment cet autre conte d'abord. L'amour d'une mère. Autrefois, dans un petit village, vivait un roi qui ne voulait pas de successeur. Dans son royaume, tous les enfants de sexe masculin étaient donc tués. Un jour, une femme accoucha de jumeaux, une fille et un garçon. Et elle ne put supporter l'idée de voir ses enfants mourir. Elle décida donc de quitter le village pour s'installer dans la brousse. Elle éleva toute seule ses deux enfants et alla jusqu'à épouser un homme pour que ses enfants ne grandissent pas sans père. Un jour, l'homme alla voir un vieil ami, un bois, et lui dit: « J'ai appris que tu cherchais une belle jeune fille. Ma fille vaut très cher. » Le lendemain, il dit à sa fille de bien s'habiller. Mais, ayant compris la situation, sa mère enfila ses vêtements et est partie ainsi vivre avec le bois. Des années passèrent, et quand les enfants eurent grandi, Doussou pensa que si ils avaient perdu leur mère, c'était à cause d'elle. De son côté, Lamine avait appris la chasse. Ils décidèrent un jour d'affronter leur père. Il les attira chez le bois. Mais grâce à ses talents de chasseur, Lamine réussit à libérer sa mère. Le boa, fou de rage, mordit l'homme qui mourut en même temps que lui. Les enfants et leur mère retournèrent alors dans leur village natal et prirent la place du roi. Ils vécurent avec elle, heureux pour toujours. L'amour d'une mère est irremplaçable dans la vie d'un enfant. Telle est la morale de ce conte. Alors dites-moi, quel est l'amour que votre maman réserve pour ses filles que vous êtes? Ma mère, elle est très protectrice. Je peux même dire trop protectrice. Okay. Elle s'inquiète pour tout et pour rien en ce qui nous concerne. Et je peux dire que j'ai la chance de l'avoir comme mère. Formidable. J'ai même la chair de poule, franchement, à écouter Mariam. Alors Mariam, je vois quand même pas mal. On ne saurait lire vraiment tous ces contes-là et nous invitons les parents à accompagner les enfants le 25, vraiment, à la maison franco-guinéenne pour pouvoir effectivement se procurer d'un exemplaire de ce recueil de Mariam, mais également du don du président de la République, puisque là, tous ceux qui seront là ce jour-là vont bénéficier vraiment d'un recueil et surtout donner le temps aux enfants de lire, puisque là, les leçons de morale qui sont là-dedans. Aujourd'hui, Kouyaté, je dirais que vraiment, il y a le civisme quelque part. Exactement. Oui, il y a le civisme et surtout aujourd'hui qui manque à cette nouvelle génération. Et j'espère qu'au niveau de nos structures, je veux parler de nos institutions d'enseignement, on est en train de se battre pour que vraiment la notion de civisme revienne, n'est-ce pas, dans nos concessions scolaires. Tout à fait. Je suis vraiment d'accord avec vous. Et je crois que Ismaël, c'est l'exemple de Mbo est illustratif. Oui. Ça doit vraiment interpeller les responsables, les parents d'élèves, les encadreurs à suivre en ce qui concerne l'encadrement des enfants. Parce que Ismaël l'a dit, un Français l'a rencontré, il dit « ça ne m'étonne pas, vous venez dans le pays de Camara Lai ». Je pense que ça doit vraiment
nous interpeller. Tout à fait. Et les autorités également d'accorder une attention particulière justement à la cause juvénile, surtout à des exemples comme ça. Une jeune fille, moins de 10 ans, qui s'engage dans la lecture, dans l'écriture. Je pense que c'est très très important. Il faudrait qu'on parvienne à la soutenir, à assister davantage à assister davantage cette jeune fillette pour qu'elle soit dans un bon encadrement. Et puis... Non, l'encadrement est déjà là. Non, ça ne manque pas, d'accord, ça ne manque pas. D'abord, côté familial. Voilà, mais l'accompagnement... Exactement, côté familial, ça ne manque pas, parce que l'exemple d'Ismaël prouve à suffisance, mais côté autorité également. Elle évolue dans une école, je suis d'accord, et la responsable de l'école, elle-même, elle est très engagée dans ce sens, Madame Susanna Diallo. Susanna Diallo, oui. C'est le moment, c'est le lieu même de la féliciter. Et moi, je connais un peu l'école Zénith. L'école Phoenix, ok. Tout à fait. Donc, on va créer une école Zénith aussi. Non, très tôt le matin, il faudrait être à côté de cette école pour voir l'affluence. Je pense que ça prouve qu'il y a de la rigueur, il y a vraiment il y a de très bons encadreurs. Il y a l'encadrement. Exactement. Donc, il faut vraiment la soutenir, l'accompagner. Et les gens, tout le monde est invité le 25 avril prochain pour aller soutenir cet enfant. Ah oui, après Paris, après cette dédicace en France, le président de la République s'est impliqué pour cette date, en tout cas, qui est retenue par rapport à la dédicace à Conakry, la terre natale de notre écrivaine Mariam Bo Kourouma, par rapport effectivement à ce recueil de poèmes qui contient 16 poèmes, des poèmes pleins de sens et des poèmes le plus souvent à leur lecture, à l'issue de la lecture, on fait une prise de conscience de nos propres comportements et de nos attitudes vis-à-vis des autres. J'espère que c'est une leçon de morale que notre jeune fille, notre petite sœur vient vraiment de nous apporter une très très grande contribution qui vient vraiment d'une enfant. J'espère que c'est extrêmement important. Oui, Ismaël, surtout c'est que Ismaël, votre homonyme Ismaël n'a pas dit, parce que moi j'ai visionné certaines images quand il a été à l'extérieur avec sa fille. Il a été reçu par des personnalités de ce monde. Je fais allusion bien sûr à Louise Mouchi Kiwabo, la secrétaire générale de la francophonie. Je pense que c'est un exemple qu'il faut... C'est que cela sous-entend. Exactement. Ça veut dire que si on s'implique, on s'emploie dans l'éducation et l'encadrement de ces enfants, on pourrait atteindre un niveau que les études, nos propres études ne nous a pas amené. Il ne peut pas être un intellectuel. Bien sûr. Il a choisi une option, il a un domaine. Certes, que je ne sous-estime pas, mais déjà sa fille a 9 ans, de par son travail, qui est le fruit de l'éducation, des valeurs que lui, il a inculquées ou les inculque, l'ont permis de rencontrer d'autres personnalités que sa profession ne lui a pas encore permis. Exactement. Moi, je pense que... Je suis d'accord avec vous, oui. parce que c'était inimaginable pour moi. Oui. C'était pas prévu dans mon agenda d'aller en France pendant le mois de mars. Oui. Le rendez-vous est tombé le 28 à 16h. J'étais au bureau. M. Sansikaba m'a envoyé. Et bref, on a eu le visa, nous sommes partis. Nous avons eu la chance de rencontrer presque tous les grands du monde littéraire. Le directeur général du Salon, le directeur général de l'Harmattan France, le fondateur même de l'Harmattan France qui est à la retraite nous a reçus à domicile. Et c'était extraordinaire. Ouais. Extraordinaire, reçu par madame la secrétaire générale de la francophonie de l'OIF. On a des images, c'est pathétique. Non, la prochaine émission, on va projeter. Exactement. Et ensuite, madame la PDG de Zone Afrique. Et quand Mbo est venu, le journaliste a dit, nous allons faire photo. Il dit, moi je ne prends jamais de photos, mais avec Mbo j'accepte. Wow. Parce que elle donne l'espoir. Elle doit être encouragée. Oui, elle doit être encouragée. Parce que ces prises de photos, ces exceptions-là, c'est une manière de l'encourager. C'est une manière de l'encourager. D'accord. Alors, bon, Fatoumata, mais il y a un détail qui m'échappait là. Est-ce que l'appellation, le prénom Bo, ne serait pas, en tout cas, le nom de la grand-mère maternelle? Oui, et effectivement, c'est bien, c'est une très belle question. Oui. C'est ma maman, paix à son âme. C'était ma camarade, ma confidente. Elle était tout pour moi. Et là, je vais vous expliquer une petite anecdote. Quand j'ai quitté Conakry pour aller en vacances,
quand mes frères et sœurs nous trouvaient à côté de maman et de sortaient, oui, l'enfant de maman, notre maman est arrivé, hein, donc nous autres, c'est fini, on n'a plus besoin de nous. Donc elle avait une affection grandiose pour oui, un jour, je l'ai demandé, dit maman, pourquoi les gens, ma soeur et les autres disent que vous aimez beaucoup. Il dit oui, parce que toi, avec les yeux, on parle. Tu m'accompagnes dans tout. Effectivement, quand elle était... Il y avait une complicité. Oui, une complicité. Et naturelle. Et moi, j'avais à l'école à Zérékoré, et on avait des cours des fois le matin, le soir. Oui. C'était un régime mi-temps. Régime mi-temps. Oui. En partant à l'école, si je rencontre ma maman, même si c'est une aiguille, je l'accompagne, je prends avec elle, on se retourne jusqu'à la maison. Et mon papa avait 3 femmes, plus de 15 enfants. Ouais. Donc, ma grande sœur, notre fille aînée, et je ne l'ai même pas connue tellement qu'elle était vite mariée. Oui. Donc nous étions à côté de maman pour l'accompagner dans ses travaux domestiques. Oui. Donc on était très d'accord. Et finalement, quand on m'a demandé de transférer à Conakry, de venir continuer mes études, j'ai posé une condition. Il faut qu'on change mon extrait de naissance, qu'on ajoute le nom de ma maman. Je suis allé voir mon professeur principal, un professeur de mathématiques, M. Koulibaly. Il dit, c'est jouable, c'est fait, on va le faire, on va t'accompagner. Je n'ai même pas mêlé mes parents dedans. Ce monsieur m'a accompagné, on allait à la mairie, on a tout changé. Et j'ai pris mes documents pour venir à Conakry. Et je porte le nom Mbo. Et j'ai décidé que tous mes enfants portent le nom de Mbo. Et d'où l'historique aujourd'hui, du nom. Son nom se retrouve. Exactement. Son nom se retrouve sur un document qui va donc parcourir le monde. Exactement. Mbo Fatoumata Kourouma, quel est le message que vous avez aujourd'hui pour maman, pour papa, pour votre sœur et pour les autres enfants qui vous regardent dans cette émission? Parce que tout à l'heure, on va recevoir la structure Bekedouchen. D'abord, je vais remercier mes parents pour l'encadrement qu'ils nous ont porté. Et le conseil que je voudrais donner aux autres enfants est de travailler très dur pour rendre les parents fiers de nous. Wow. Oui. D'aimer la lecture aussi. Et le message par rapport à la date du 25? La date du 25. Quelle est l'invitation que vous lancez aux enfants? Je porte et aux parents? Un appel à tous les parents de Guinée pour se rendre le 25 au Centre culturel franco-guinéen pour se procurer l'œuvre. D'accord. Merci beaucoup. Alors Maria, la même épreuve aussi. D'abord, j'aimerais aussi dire quelque chose. De nos jours, les écrans, c'est un fléau. Je peux dire comme ça. Les écrans, c'est-à-dire les télés? Les téléphones. D'accord. Particulièrement. D'accord. Les jeunes sont toujours sur les téléphones. Ils ne se concentrent plus sur la littérature. Chose que moi, j'aimerais leur dire de faire. Puisque la littérature et la lecture, en un mot, c'est l'avenir de notre génération. Donc, j'aimerais leur dire d'un peu moins être sur d'avoir les un écrans. temps pour soi-même. Oui. Et aussi, j'invite tout le monde, ceux qui pourront s'y rendre, de venir le 25 au Centre culturel franco-guinéen pour assister à ma dédicace et se procurer des exemplaires. D'accord. Monsieur Kourman, on va devoir libérer tout à l'heure les enfants, mais d'ici là, qu'est-ce que vous avez comme message? Dernier message, je sais quand même que vous avez remercié les personnes de bonne volonté qui vous ont accompagné durant tout le parcours du voyage à Conakry, de Conakry à Paris, de Paris à Conakry, mais également depuis l'élaboration de la maison d'édition Almatan Guinée. On a Sansi, déjà il est connu, n'est-ce pas, de par son altruisme et de tout ce qu'il fait pour effectivement le rayonnement de la culture guinéenne à travers la littérature. On le sait aujourd'hui, cela n'est de secret pour personne. Alors, quel est le dernier message que vous avez vis-à-vis de nos téléspectateurs? Et mon dernier message va à l'endroit des parents. Aujourd'hui, nous avons le choix. Soit s'occuper de nos enfants, ou la rue va les récupérer. Oui.
il faut être au chevet de ses enfants. Les enfants sont des trésors. Pour moi, le meilleur trésor pour un père de famille, ce sont les enfants. Il faut les suivre et les inculquer des bonnes valeurs. L'amour, le partage. Si vous remarquez, à la fin de chaque conte, Oui, il y a une leçon de il y a une leçon de morale. Oui. C'est ce que j'essaie d'inculquer aux enfants. La positivité. Oui. Pour moi, si vous êtes positif, vous attirez de la positivité. Oui. Donc faites du bien, respectez-vous pour que les gens vous respectent. Oui. Considérez-vous pour que les gens vous considèrent. Oui. Et ne jamais penser pour soi seul. Toi, un individu, tu ne vaux absolument rien sans la société autour. Tout à fait. Donc il faut partager. Il faut penser aux autres. Il faut penser aux autres. Oui. Il faut aimer les autres comme tu t'aimes soi-même. C'est mon message. Merci en tout cas, Monsieur le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour ce don offert au peuple de Guinée, aux enfants de Guinée, à travers en tout cas un bon nombre que vous avez acheté pour pouvoir effectivement redistribuer aux enfants. Et c'est le vendredi 25 avril, bien sûr. Ça sera à quelle heure? À 12h. À 12h, à la maison franco-guinéenne, juste après le pont 8 novembre, à côté du pont 8 novembre. Et puis vous êtes là. L'accès, en tout cas, est libre, si je ne me trompe, tout à fait, pour vous permettre, en tout cas, de participer à cette dédicace, cette invitation officielle de notre écrivaine, Mariam Bo, la plus jeune écrivaine guinéenne. Ouais. J'espère que Kadia Toukaba de l'émission Belles Lettres va s'en approprier et puis va l'inviter également. Mais quant à nous, un mois après, on va donc effectivement l'inviter sur ce plateau également, avec des images d'illustration, si tout va bien. Alors, merci M. Kouma, merci Mariam, beaucoup. Merci Fatoumata. On va donc continuer, mesdames et messieurs, dans un court instant. Bekedou Tchel, pour en parler, effectivement, pour parler de leur activité, monsieur Michel Yato Dembadouno, coordinateur national de Bekedou Tchel, et monsieur Sassamiel Miloumouno, responsable chargé de la mobilisation et des programmes. C'est dans un court instant. Al-Khali va donc nous permettre de marquer une courte pause, le temps pour nous de renouer avec nos invités. Nous voici donc de retour sur ce plateau pour la deuxième et dernière partie de votre émission Génite sur Coloma de ce lundi de Pâques. Une fois encore, merci de nous préférer. Monsieur Michel Yato Dembadouno, coordinateur national Bekedou Tchel, une fois encore, bonjour. Bonjour, monsieur Ismaël. Vous allez bien? Tout va bien. Ça se passe bien? Très bien. Vous n'êtes pas seul aujourd'hui et vous êtes venu après l'oncle le trésorier, c'est le mobilisateur qui est donc avec vous sur ce plateau, monsieur Sassamiel Miloumouno, responsable chargé de mobilisation et de programmes. Comment ça va? Oui, ça va. Et vous allez bien? Oui, très bien.
Très bien, la dernière fois, nous sommes désolés, on était censé effectivement passer dans cette émission, mais pour des raisons techniques, on n'a pas pu donc finalement réaliser. Mohamed, 3 camarades, bonjour. Bonjour, mais je me vois piégé quand Kissedougou me casse la gueule et Gekedou. Là, je suis entre Kissedougou et Gekedou. Est-ce que c'est le Makona ou c'est le. C'est pas. Le Nyanda. Non, le Nyanda. C'est le Makona qui me casse la gueule. Là. Parce que là, j'ai eu la malchance vers les années 80. Les deux n'étaient pas encore nés. Moi, je venais là, je me lavais là. Ok. Et je dansais avec ces orchestres. Nyanda Azaz. Et le Makona Jazz. Et le Makona Jazz, ouais. Oh, moi, j'ai vu ça. Et Mori Kanté, il a commencé sa toute première carrière là. Ok. Donc, voilà. Et c'est. Anelon. Merci Mohamed. En tout cas, Mohamed va à la source, et aux racines une fois encore. Alors, monsieur Dembadouno, vous êtes en tout cas sur ce plateau, c'est pour nous parler effectivement des activités de Bekedou Thiel que vous allez donc une nouvelle fois présenter à nos téléspectateurs, parce que là je sais que vous n'êtes pas ni à votre première, deuxième fois sur ce plateau, c'est la énième fois que vous êtes là. Tout cela prouve à suffisance que vous êtes déterminé à accompagner les actions du président de la République, et après donc une activité réussie à l'intérieur du pays, vous projetez également d'autres activités sur le terrain, et déjà s'il y a des leçons à tirer, on va donc les tirer ensemble par rapport à tout ce que vous avez déjà fait sur le terrain. Merci beaucoup. Comme j'aime le dire, en fait, nous, Bekedou Thiel, nous voulons matérialiser, nous ne voulons pas être des faux. Et comme je le dis, nous avons déjà fait une première activité. Maintenant, l'activité qu'on prévoit, je crois M. Samuel Mimouno est mieux placé, c'est pour cela même il est là, pour bien rentrer dans les détails. Mais nous voulons aller au niveau de porte-à-porte. Nous ne voulons pas seulement faire sortir les gens, mais nous voulons impacter. C'est-à-dire, non seulement nous voulons faire le porte-à-porte, dire aux gens pourquoi il faut supporter le président de la République et les motiver à se faire recenser. Parce que la voie réellement la meilleure des choses aujourd'hui, pour que l'influence d'une ville, c'est ce chiffre électoral. Il faut motiver les gens pour se recenser. Il faut que pendant les élections, si nous soutenons réellement le président de la République, ça se verra pendant les élections. Et dans ce sens-là, nous avons dit, nous partons de porte en porte. Nous avons motivé, excité les gens à se faire recenser, les expliquer le contenu et pourquoi il faut supporter, et à la fin, renumérer aussi le besoin de la population. Parce que vous supportez le président pour avoir quoi? Et en ce sens-là, nous allons faire aussi ce travail de fond au niveau de la population, faire un moment remonter au niveau du président. Très bien. Ah oui, quand les intellectuels... Non, je prends, on ne me donne pas. Oui, je vais vous donner la parole. Je ne veux pas qu'on me donne, moi je prends la parole maintenant. Je vais vous donner la parole. Pourquoi on ne me donne pas? C'est moi qui force la parole. Non. Oh, un qui a un gros ventre comme ça là, regarde devant moi. Et puis ça part faire bokeh chez moi. Vous avez vu les images? Et que lui là, Makona là, moi j'étais là. Barque Bendo. Tu connais là-bas? Ouais. Minute. Je vais tirer son attention. C'est vrai, nous on était aussi à Bokeh, on a accompagné beaucoup. Mais je veux tirer votre attention. Gekedou aujourd'hui, c'est la seule préfecture qui a organisé un mouvement sans tirer des propres fonds et puis des fils de Gekedou. C'est-à-dire où l'engouement, c'est-à-dire c'est ça la vraie mobilisation. Nous n'avons pas pris ailleurs. Oui, merci beaucoup. Alors, bravo. On va continuer, monsieur Samuel. Oui. Alors, vous êtes certes à votre première fois dans cette émission. Dans cette émission, oui. Parler parce que j'aurais bien voulu que le coordinateur national fasse une présentation à nouveau pour nos téléspectateurs, mais c'est pas grave. Monsieur Michel peut effectivement déjà commencer à nous dérouler un peu sa stratégie de mobilisation, mais également nous donner les programmes que Bekedou Thiel aujourd'hui souhaite mettre en œuvre sur le terrain. Ok, merci de nous recevoir dans cette émission. Comme vous l'avez dit, c'est une première pour moi. En ce qui nous concerne, nous sommes le collectif Bekedou Thiel Doumbouya. En français, Gekedou accepte Doumbouya. On dit oui au président de la République, oui à ses idéaux, oui aux réformes qu'il est en train d'engager et de mener sur le terrain. Et
Nous sommes créés il y a déjà plusieurs mois en arrière et nous avons à notre actif plusieurs activités. Ce n'est pas seulement la grande mobilisation que vous avez vue le 27 février dernier. Nous menons des activités sur le terrain, des activités de proximité auprès de nos populations parce que, comme disait le coordinateur, le plus important, c'est de faire participer l'ensemble des populations de Guékédou à la vie de notre pays. Donc, pour les prochaines fois, nous serons sur le terrain avec plusieurs autres initiatives et je tiens à préciser que ce n'est pas seulement l'œuvre de notre seul mouvement, mais en collaboration avec tous les mouvements de soutien qui existent à Guékédou, puisqu'il y a une coordination préfectorale qui chapeaute tout ceci, même si nous sommes les initiateurs de certaines initiatives. Donc, pour la prochaine fois, le coordinateur le disait, nous serons sur le terrain avec des activités de proximité. Nous voulons amener le président de la République dans les familles, dans chaque ménage de Guékédou, pour expliquer clairement qu'est-ce qui est en train d'être fait pour la Guinée en ce moment. Je dis toujours, on peut ne pas aimer le général Mamadi Doumbouya, mais on ne peut pas ne pas aimer la Guinée. Et si on aime la Guinée, il faut souhaiter le progrès de la Guinée, il faut accompagner le progrès de la Guinée. Et pour l'instant, la personne qui incarne ce projet et ce progrès, c'est bien le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Donc nous allons dans les familles pour le faire. L'initiative que nous portons comporte une composante renforcement de capacité, formation, parce qu'il ne faut pas seulement que marcher. Il faut outiller les jeunes, il faut les préparer afin de pouvoir saisir toutes les opportunités qui sont en train d'être créées aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons prévu un programme de formation pour au moins 200 jeunes de la préfecture de Guékédou sur les thématiques d'entrepreneuriat, de vie associative, si vous voulez, de citoyenneté. Donc, il y a tout un package de formation que nous allons apporter à ces jeunes et aux femmes surtout, afin de les outiller à mieux accompagner le processus de changement en cours, de développement en cours dans notre pays. En retour, pendant que nous serons sur le terrain, le coordinateur l'expliquait, nous allons profiter de cette activité pour faire une sorte de sondage en ce qui concerne, par exemple, les intentions de vote par rapport au référendum et les attentes des populations vis-à-vis des gouvernants. Et à la fin, nous ferons ce mémo-là que nous allons remonter. Vous allez faire ça dans la localité de Guékédou ou sur l'ensemble du territoire national? Pour l'instant, ça sera qu'à Guékédou. Ça peut servir d'activité pilote qu'on pourrait dupliquer ou répliquer ailleurs. Donc, c'est un peu l'initiative que nous portons. Au-delà de cela, il y a beaucoup d'autres actions de citoyenneté que nous allons développer sur le terrain. Et nous pensons que nous allons servir d'école parce que le grand frère le disait tout à l'heure, on a vu de grandes mobilisations ailleurs, mais nous sommes fiers de dire que nous n'avons pas importé de manifestants ou de soutien. Ce sont les fils de Guékédou, résidents à Guékédou, qui sont tous sortis pour témoigner notre adhésion, mais notre totale adhésion aux idéaux de la refondation en cours. Vous venez donc de parler vraiment, de citer des actions qui sont des actions concrètes, qui sont stratégiques, qui impliquent ce qu'on appelle la logistique et qui demandent les moyens. Et à date, quelles sont vos ressources par rapport effectivement à la concrétisation de ces stratégies sur le terrain? Quand vous dites que vous devez non seulement aller de porte à porte et essayer de connaître aujourd'hui les intentions de vote par rapport effectivement comment dirais-je, au référendum constitutionnel, mais également du porte à porte pour pouvoir demander aux uns et aux autres d'aller se faire recenser. Alors dites-nous, parce que tout cela demande des ressources et ça implique la logistique. D'où vous tirez vraiment ces moyens-là? Très bien. Premièrement, nous travaillons sur fonds propres et nous avons la chance, sinon le privilège, d'avoir au sein du collectif des personnes qui sont véritablement convaincues
de l'action que nous portons. Donc nous commençons d'abord avec nos propres moyens et nous avons également la bénédiction d'avoir au sein de ce collectif des talents divers. On a parmi nous des gens qui ont des dizaines d'années d'expérience professionnelle, donc qui apportent leur expertise déjà au collectif et nous valorisons, nous capitalisons déjà ça. Ensuite, il y a d'autres personnes qui auraient bien voulu être sur le terrain comme nous, mais à cause de qui n'ont pas la possibilité d'être sur le terrain, mais qui nous accompagnent financièrement ou matériellement. On reçoit des dons de plusieurs personnes qui nous accompagnent également. Donc c'est vraiment une mobilisation de porte-à-porte que nous faisons, comme on aime bien le porte-à-porte, avec des fonds propres, et on peut vous rassurer qu'il n'y a pour le moment aucun centime de l'État qui accompagne ce processus-là. Ce sont les contributions des fils, des filles et amis de Guékédou qui nous aident à mettre en œuvre nos activités, et le tout fondé sur le volontariat, le sacrifice personnel de chaque membre du collectif. Très bien. Monsieur le coordinateur national a quelque chose à rajouter? Non, je crois qu'il a tout dit. Et nous réservons peut-être des noms. Mais ce qui est sûr, comme on l'a dit, Guékédou Tchel, c'est les fils de Guékédou et les amis. Et je crois que c'est encore le moment de les remercier. Nous sommes toujours là et nous avançons. Parce que nous avons notre objectif et nous ne voulons pas jouer du faux. Nous voulons aller à l'objectif et montrer réellement au président que Guékédou est là pour lui. Guékédou, c'est une force pour lui et nous n'avons pas besoin d'attendre qu'il vienne en soutien. Nous sommes déjà sur le terrain. Cela ne nous empêche pas, si on a un soutien, de ne pas l'accepter, mais pour le moment, nous n'attendons pas, nous continuons sur le terrain. Moussa Kouyaté, une minute là. Moussa Kouyaté va. Il a demandé. Attendez d'abord. S'il vous plaît, Mohamed. Attendez, Mohamed, s'il vous plaît. Non, ne forcez pas. Nous sommes en émission. Acceptez que je dirige. Voilà. On y va. Non, ma question, vous avez parlé doucement des recensements. Vous savez, l'opération a été lancée il y a quelques jours. Est-ce que votre campagne de sensibilisation pour amener les gens à se faire recenser va se faire uniquement dans la ville de Guékédou ou bien les autres sous-préfectures? Les sous-préfectures de Guékédou sont concernées, oui. Parce que Guékédou, quand même, a beaucoup de sous-préfectures. Oui, déjà, c'est toutes les sous-préfectures. Nous avons 11 sous-préfectures. Nous avons 26 quartiers, si je ne me trompe pas. Et nous avons, avec la commune urbaine, ça fait 12. Nous sommes déjà sur le terrain, mais aujourd'hui, parce qu'on a voulu l'émission, n'oubliez pas que M. Ismaël vient de le dire, a été reportée. Nous sommes restés là juste pour passer l'émission parce que c'était déjà sur le programme. Oui. Mais déjà, nous sommes au niveau de la sensibilisation. C'est toute la préfecture de Guékédou. Comme le chargé au programme des autres et de la mobilisation vient de le dire, ça veut dire nous sommes déjà, c'est ce que nous voulons. Nous voulons que, à l'âge déterminé, que toute la population de Guékédou puisse se faire recenser. Parce que le vrai soutien se verra là, dans les urnes. J'ai l'impression que je peux maintenant prendre la parole. Oui, non, mais j'ai un petit souci avec M. Kourouma. M. Milimono plutôt, parce que là, M. Kourouma était donc avec nous sur ce plateau. Alors, aujourd'hui, est-ce que Guékédou Tchel, sur le plan cartographique, d'abord dans la préfecture de Guékédou, et vous avez parlé des 11 sous-préfectures, est-ce que vous avez une base assise, n'est-ce pas, dans ces sous-préfectures? Parce qu'à vous entendre, lors de la mobilisation du 27, vous dites que c'est tout Guékédou, les fils résidents d'ailleurs de Guékédou, qui sont sortis. Ce qui voudrait sous-entendre qu'il y a une base réelle, n'est-ce pas, aujourd'hui à Guékédou. Qu'en est-il exactement? Les points focaux. Voilà, tout à fait. Dans notre stratégie, nous avons opté vraiment pour la proximité avec les populations. C'est pour cela que nous sommes en train de nous installer dans tous les quartiers de la commune urbaine, mais aussi dans toutes les sous-préfectures, avec mandat à ces différents démembrements d'aller jusqu'au niveau famille. C'est-à-dire que nous avons la coordination nationale et ce matin même, nous avons mis en place une coordination aussi pour
la zone de Conakry, qui aura des actions sur l'ensemble de la Basse-Côte. Partout où il y a un fils, une fille de Guékédou sur le territoire national, nous ambitionnons d'y aller, de trouver la personne dans sa maison et d'échanger avec elle et solliciter son accompagnement pour la refondation en cours. Ceux au niveau préfectoral vont jusqu'au niveau sous-préfectoral pour installer ces démembrements et autour des sections sous-préfectorales de partir au niveau district. En tout cas, jusque dans le plus petit village, nous comptons nous y installer. Pour l'instant, on peut vous rassurer que nous avons véritablement une base à Guékédou parce que c'est là que nous voulons apporter ce changement-là, qui est d'ailleurs déjà en marche. Et il faut le souligner, nous avons l'accompagnement également de toutes les autorités en place à Guékédou qui adhèrent pleinement au combat que nous sommes en train de mener sur le terrain. D'accord. Alors, moi, c'est que je m'aimerais comprendre, parce que vous avez parlé de la formation, vous voulez vraiment soutenir, d'accord, autrement, mais vous voulez également du concret sur le terrain, vous voulez mener des activités des activités porteuses sur le terrain, n'est-ce pas, en tout cas de résultats, au-delà de tout ce que vous allez faire pour accompagner le processus électoral, c'est-à-dire depuis le recensement et autres, la formation que vous voulez donner aux jeunes qui parlent de formation en entrepreneuriat, je voudrais parler de ce qu'on appelle ici le développement personnel, etc., etc. Mais derrière ça, il y a quand même des moyens qu'il faut mettre à la disposition des formés. Je vais parler donc de ceux qui vont prendre part à ces formations-là. Alors, comment vous allez faire pour mobiliser des fonds? Est-ce que il vous tente de mobiliser des fonds pour ceux qui seront formés afin que ces jeunes-là puissent être autonomes? Effectivement, nous sommes vraiment dans un processus et nous ambitionnons de mettre en place une structure pérenne. C'est-à-dire que nous n'allons pas seulement sortir accompagner le président après les élections, on disparaît, comme c'est souvent le cas dans notre pays, mais nous voulons vraiment mettre en place une structure pérenne. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on a beaucoup de cadres, de jeunes dans notre mouvement avec une solide expérience professionnelle. Personnellement, j'ai travaillé pendant plus d'une dizaine d'années dans le monde humanitaire, donc en matière de gestion de projet, je ne suis pas arrivé encore au sommet, mais j'ai quand même les fondamentaux. Et c'est le cas pour plusieurs d'entre nous. Donc déjà, les formateurs même de ces jeunes-là, on n'ira pas les chercher ailleurs. Ils sont déjà au sein du collectif. Mais c'est un processus. Nous commençons par la formation. Et les jeunes que nous allons former, c'est d'ailleurs ces jeunes-là que nous comptons utiliser sur le terrain pour renforcer nos équipes, pour les actions de sensibilisation porte à porte, mais aussi pour les actions de citoyenneté. Nous avons déjà plusieurs projets qui sont rédigés pour lesquels nous avons commencé la mobilisation des ressources, justement pour accompagner ces jeunes-là. Et nous initions aussi des partenariats avec d'autres mouvements de soutien, avec d'autres structures qui peuvent mettre des ressources à disposition pour aller vers l'autonomisation des jeunes et des femmes dans la localité de Guékédou. Donc oui, nous voulons à terme mettre à la disposition de ces personnes-là des ressources pour que ces personnes puissent être des leaders, des champions à Guékédou pour porter le développement. Parce que quelqu'un ne peut pas rester sans rien faire et solliciter beaucoup de choses de cette personne-là. Si ces jeunes ils sont autonomes, on parlait tout à l'heure de fonds nécessaires pour la mise en œuvre de nos activités, mais imaginez qu'on parvienne à créer 2, 3, une dizaine, une vingtaine d'entrepreneurs à Guékédou. La prochaine fois qu'on aura besoin de mettre en œuvre nos activités, mais on n'ira même pas loin, on va venir vers ces personnes-là pour solliciter leur accompagnement. Donc c'est vraiment notre ambition de créer des entrepreneurs, d'accompagner déjà l'existant, mais de renforcer aussi ce qui peut l'être. Parce qu'on veut véritablement que notre Guékédou redevienne comme avant, le doyen peut le dire, c'est avant la guerre, avant les incursions rebelles des années 2000,
Gekedou était un très grand centre commercial, un centre d'affaires un pour carrefour. toute la sous-région. Hein. Oui, Parce que moi, j'étais très jeune, mais je voyais des gens qui quittaient la Guinée-Bissau, la Gambie, le Libéria, la Sierra Leone, pour venir faire des affaires à Gekedou, même au Sénégal, justement. Et je voyais même des ouvriers, des menuisiers de Gekedou qui fabriquaient des lits qui étaient exportés vers d'autres pays. Aujourd'hui, tout ceci n'existe plus. Avec le passage de la guerre et puis les réalités que vous connaissez de chez nous, les épidémies, Gekedou, c'est vraiment une ville martyre, c'est vraiment une ville sinistrée qui a besoin du concours de nous tous, de tous ses fils. C'est pour cela que nous nous mettons à l'œuvre sans attendre quelqu'un. Oui. Ceux qui voudront bien nous accompagner, mais nous les accueillons à bras ouverts. Inch'Allah. Ouais. Monsieur le coordinateur, le message de fin par rapport aux membres de Gekedou Thiel, mais également aux autres jeunes de Guinée. C'est pour cela, en fait, nous, on a dit Gekedou Thiel, comme j'aime bien le dire, nous n'allons pas nous limiter à Gekedou. Ce projet, nous avons mis déjà à portée de beaucoup de personnes, à portée de beaucoup d'associations, pour les dire, vous pouvez faire comme nous. C'est vrai, il est bon de mobiliser les gens, de les faire sortir, mais il faut aller à la base. Il faut toucher la population. Il faut faire toucher la population, la réalité au bout des doigts, de les dire, oui, voilà, il faut soutenir le président que nous soutenons, mais voilà pourquoi vous devez le soutenir, et pour qu'il soit là, pour que vous le pérennisez, pour qu'il soit au pouvoir, voilà ce qu'il faut faire. Et c'est dans ça que nous voulons, parce qu'aujourd'hui chez nous, pays qu'ici, quand on parle de recensement, les gens ont peur, les gens pensent à l'impôt, et il faudrait les enlever. Cette culture-là, il faudrait les motiver pour dire que si vous vous recensez, l'État peut mieux vous aider, l'État peut réellement prendre en compte vos difficultés. Prendre en compte vos difficultés. Et surtout le travail de fond, comme je viens de le dire, nous allons partir au fond, jusque dans le dernier district, les expliquer, les faire recenser, pour qu'au moment, pendant l'élection ou pendant l'électorat, que Gekedou puisse battre ce record, et aussi les difficultés. Parce que c'est vu, je ne sais pas, l'État est en train de faire le terrain, mais nous, si nous, les fils de Gekedou, nous ne levons pas pour aller voir le dernier district de Gekedou a besoin de quoi en matière de réalisation, en matière d'infrastructure, pour aider aussi à porter. Non seulement nous allons dire aux gens, soutenez le président, mais il faut que nous venons dire aussi aux gens, vos besoins là, vous soutenez le président, mais vos besoins là, nous allons les remonter pour que l'État puisse faire face sur vos besoins. Donc voilà, nous voulons aussi appeler toutes les autres associations. Ne trompons pas, nous ne trompons pas. C'est-à-dire, il faut que nous soyons visionnaires. Et visionnaires, il faut aller vers la population, il faut les motiver et qu'on ne se réduise pas seulement au niveau de la masse, mais que le travail de fond soit fait sur le terrain. Que le travail de fond soit fait sur le terrain, vous l'avez compris. En tout cas, Gekedou Thiel, ça veut dire tout simplement, littéralement, Gekedou dit oui au général président Mamadi Doumbouya. Nos invités ont pour nom Dr Michel Yato Dembadouno, coordinateur national de Gekedou Thiel, et M. Samuel Milimouno, responsable chargé de la mobilisation et des programmes. On va donc les recevoir très prochainement sur ce plateau. Mais nos sincères condoléances aujourd'hui au monde chrétien suite au décès effectivement de notre pape à l'âge de 88 ans. Que son âme repose en paix. Très très bonne fête de Pâques à notre directrice générale, Madame Makeme Bamba, et l'ensemble des fidèles chrétiens du service des programmes de la télévision nationale, de la section culturelle, bref, du ministère de l'Information et de la Communication, n'est-ce pas? Nous vous souhaitons très bonne fête et nous compatissons effectivement à vos douleurs par rapport effectivement au décès du pape François en ce jour, lundi 21 avril 2025, depuis le Vatican. Que son âme repose en paix une fois encore. Au revoir. Passez un agréable moment en compagnie des programmes de la télévision nationale. Je vous donne rendez-vous demain si tout va bien avec d'autres invités et d'autres thématiques qui vous intéressent. De marque. Le branding national vise à valoriser l'identité du pays parmi les autres nations du monde. Le branding national contribue à asseoir la respectabilité de la République de Guinée en mettant en avant ses richesses culturelles, sociales, touristiques, artistiques,
tant sur le plan de la tradition que de la bonne gouvernance. C'est aussi un puissant outil qui met en exergue les immenses opportunités d'investissement en République de Guinée. Symbolisé par le Nimba, image de fertilité qui prend corps dans les lettres guinées pour n'en former qu'un seul bloc indivisible, le branding national est le dénominateur commun de toutes les filles et fils du pays où qu'ils se trouvent, convergeant vers un idéal de prospérité, de progrès, de paix pour leur nation. Pour réussir ce pari, nous devons ensemble prendre connaissance de la charte graphique du branding national avant son utilisation. Ceci pour une question d'objectivité et de conformité. La coordination nationale du branding est à votre disposition pour répondre à toutes vos sollicitations. Envoyez votre demande au branding@dci.présidence.gov.gn. La présidence de la République, le gouvernement, les institutions républicaines, les représentations diplomatiques de la Guinée à l'étranger sont exemptées de cette procédure. Puisqu'il s'agit de la promotion de notre bien commun, la marque État n'est soumise à aucune condition de rémunération. Pour des besoins d'association de la marque État à la commercialisation de tout produit ou service, la coordination du branding Guinée est à votre disposition. La marque État ne peut être associée à des événements visant à créer des frictions ou clivant, encore moins contraires aux bonnes mœurs et portant atteinte aux droits de l'homme. Les entreprises et structures privées doivent justifier d'une certaine responsabilité sociale, environnementale et de gouvernance pour soumissionner à l'utilisation de la marque État. Aucune autorisation préalable donnée par la coordination du branding Guinée n'est transférable ni cessible à une tierce personne morale ou physique. Le branding national appartient à l'ensemble des filles et des fils de la Guinée. Les reproductions, imitations, déclinaisons à l'identique de la marque État sans